Jordan Bardella a-t-il réellement gagné ces élections européennes? Eh bien quand bien même il serait arrivé premier en France avec plus de 31% des voix, la situation au niveau européen est bien plus complexe que cela. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé au niveau européen pour le vieux continent. C'est parti. Tout d'abord concernant le taux de participation, donnée très importante, cette année il s'élève à 52,5%, c'est plus qu'en 2019 où il était à 50,77% et encore plus qu'en 2014 où il n'était cette fois qu'à 42%. Les résultats sont donc tombés ce dimanche à 20h, le Rassemblement National arrive donc premier avec plus de 31% des suffrages. C'est encore plus que le score qu'il avait effectué en 2019, année où il avait également été le premier. En 2019, ce score s'élevait à uniquement 23,3%, ce qui lui permettait à l'époque d'avoir 23 sièges contre les 31 sièges dont il disposera cette année. Parallèlement à cela, on observe un très mauvais score pour la liste menée par Valérie Ayé, la tête de liste macroniste. En effet, elle a obtenu 2 fois moins que les suffrages exprimés pour Jordan Bardella avec un score de 14,5%. C'est environ 7% de moins qu'en 2019 où la liste macroniste avait obtenu plus de 22% des voix et 23 sièges au Parlement européen. Et donc pour ce mandat 2024-2029, le clan Macron n'aura que 14 sièges au Parlement européen. C'est donc une très lourde défaite pour le camp présidentiel. En troisième position, on retrouve la liste menée par Raphaël Glucksmann qui faisait l'union de Place Publique et du Parti Socialiste. Il a cette année obtenu 13,8%, c'est une hausse très importante par rapport à 2019, une hausse d'environ 8 points. Et avec ce score, le parti disposera donc de 13 sièges au Parlement européen, ce qui est une très belle évolution. S'en suivent ensuite 4 autres listes qui ont dépassé la barre des 5%. Tout d'abord, la liste de la France Insoumise, menée par Manon Aubry, qui a obtenu 9,87% des suffrages. C'est une hausse de 3% par rapport à 2019. Et 8 sièges reviendront donc au parti de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, la juriste franco-palestinienne, qui avait notamment mis l'accent sur le conflit israélo-palestinien durant sa campagne. Quant aux Républicains, ceux-ci obtiennent un score de 7%, c'est une régression d'environ 1 point, et ils auront donc seulement 6 députés au Parlement européen. Et enfin, les deux dernières listes qui ont dépassé les 5%, quasiment au coude à coude, c'est la liste des écologistes et d'autre part la liste de Marion Maréchal avec à peine plus de 5%. Pour Reconquête, c'est une première entrée au Parlement européen, tandis que pour les Verts, c'est une grande régression, étant donné qu'ils avaient obtenu environ 13% des suffrages aux dernières élections en 2019. Ainsi, les 31 autres partis n'ont pas dépassé la barre des 5%, mais parmi ceux qui ont obtenu le plus de suffrages, on retrouve le Parti communiste de Léon Desfontaines avec 2,5% des suffrages, l'Alliance rurale de Jean Lassalle avec un peu plus de 2% des suffrages, ou encore le Parti animaliste de Hélène Touy. Alors, après ce petit récapitulatif des faits, ça ne vous aura pas échappé, cette élection est européenne et n'est pas uniquement française. Ainsi, au-delà des résultats des suffrages en France, nous devons d'analyser la situation dans les autres pays européens. Alors, afin de bien comprendre la situation, vous devez simplement retenir une chose: le Parlement européen reste en statu quo. Cela signifie concrètement qu'à part quelques progressions qui ont été observées dans les différents pays européens, eh bien les forces majoritaires restent exactement les mêmes: le Parti populaire européen, les sociaux-démocrates ou encore les démocrates libéraux. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait au clair avec tous ces termes, il faut savoir que le Parti populaire européen, c'est le groupe auquel appartiennent les républicains, les sociaux-démocrates, c'est le groupe auquel appartient Raphaël Glucksmann ainsi que sa liste, et enfin les démocrates libéraux, c'est le groupe auquel appartient Valérie Ayé et sa liste. Et comme vous avez pu le constater, le Parti populaire européen, qui je le rappelle est le groupe majoritaire au Parlement européen, n'est absolument pas le groupe du Rassemblement national. En effet, le Rassemblement national se trouve dans un groupe, le groupe Identité et Démocratie, qui reste une force mineure du Parlement européen. En dehors du Rassemblement national, ce groupe n'a pas particulièrement progressé après ces élections et reste donc une force marginale du Parlement européen. Et pour ce que je suis en train de vous dire vous paraisse encore plus éloquent, il faut que vous sachiez que le groupe des conservateurs et des réformistes européens, donc le groupe auquel appartient Reconquête, est un groupe encore plus important que le groupe Identité et Démocratie auquel appartient le Rassemblement national. Alors vous pourrez vous-même constater que si le parti Reconquête a obtenu en France 5 sièges et que le Rassemblement national en a obtenu quant à lui 31, eh bien cela ne fait pas du Rassemblement national et de son groupe une force politique plus puissante qu'elle ne pu l'être auparavant. Maintenant que ce postulat a été posé, rentrons dans les détails. Ce qu'il faut constater, c'est que malgré l'hégémonie d'un bloc entre le Parti populaire européen, les démocrates libéraux et les sociaux-démocrates, nous devons tout de même de constater une progression des partis les plus à droite de l'échiquier. En effet, en Allemagne, en Pologne ou encore aux Pays-Bas, ces partis sont arrivés deuxièmes des élections, et dans d'autres pays comme la France, la Hongrie ou l'Italie, ils sont même arrivés premiers. En effet, le parti de Giorgia Meloni a obtenu 28% des suffrages à ces élections, ce qui lui offre donc 23 sièges au Parlement européen. Mais alors, on le disait tout à l'heure, malgré cette progression de la droite radicale, les partis plus traditionnels sont également arrivés en tête dans d'autres pays. Ainsi, en Allemagne, en Espagne, en Pologne ou encore en Autriche, c'est les partis conservateurs qui sont arrivés en tête, à
savoir des partis qui appartiennent au groupe du Parti populaire européen, et dans d'autres pays comme le Portugal ou les Pays-Bas, ce sont les sociaux-démocrates qui ont gagné ces élections. Alors la tendance principale qu'il faut retenir, c'est que la droite l'emporte de plus en plus sur la gauche au Parlement européen. En effet, si on observe la composition de ce dernier, on observe que le Parti populaire européen compte 186 députés, c'est le plus large groupe et très loin devant les sociaux-démocrates. En effet, si on additionne toutes les forces de droite, donc celles du Parti populaire européen, des conservateurs et réformistes et de l'identité et démocratie, on arrive à un total de 317 eurodéputés, contre laquelle la gauche n'oppose que 224 eurodéputés. Avec notamment Marine Le Pen qui espérerait voir une union des partis identité et démocratie et des conservateurs et réformistes européens. En effet, cette union ferait de la droite radicale une force majeure du Parlement européen, quasi équivalente aux sociaux-démocrates, ce qui permettrait donc de coordonner plus simplement les votes de ces deux partis. Néanmoins, cette union n'est pas encore faite et Viktor Orban a d'ailleurs déclaré que celle-ci dépendrait de la capacité de Giorgia Meloni et de Marine Le Pen à coopérer l'une avec l'autre, étant toutes les deux dans deux partis différents. En effet, le parti de Marine Le Pen dans Identité et Démocratie et le parti de Giorgia Meloni dans le groupe des conservateurs et réformistes européens. Néanmoins, jusque maintenant, les forces politiques qui gouvernaient en Europe étaient une coalition formée du Parti populaire européen, du groupe Renew ou encore des sociaux-démocrates. Et ces trois partis possédaient encore une majorité s'ils s'associaient, donc à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas être encore sûrs que cette majorité changera et que cette potentielle nouvelle union des droites radicales permettra réellement de changer la situation politique du Parlement. Alors, pour répondre désormais au titre de cette vidéo, non, les idées de Jordan Bardella n'ont pas gagné partout en Europe, malgré un grand progrès de la droite. Néanmoins, si ces élections n'ont pas tout changé au niveau européen, elles ont, on peut le dire, tout changé en France. En effet, si vous suivez cette chaîne, vous avez sûrement suivi l'actualité. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale après l'annonce des résultats de ces élections européennes sur les coups de 21 h dimanche soir. C'est pourquoi j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors concrètement, pourquoi cette décision? Eh bien écoutez, les analystes font plusieurs théories et actuellement le verdict final n'est pas encore tombé. Mais ce qu'il faut principalement comprendre, c'est que par ce choix et cette action, le président Emmanuel Macron a souhaité montrer qu'il respectait l'esprit de la Constitution. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie respecter l'esprit de la Constitution? Eh bien c'est très simple, le Rassemblement national est arrivé en tête et de très loin, écrasant complètement la liste de la majorité présidentielle, ce qui a donc envoyé un message fort à l'Élysée montrant que le peuple n'était plus aussi confiant envers le gouvernement en place, et ce qui a donc poussé Emmanuel Macron à rendre au peuple le choix de son avenir parlementaire, pour reprendre ces termes. Alors c'est une décision lourde puisqu'elle pourrait complètement renverser la situation actuelle du Parlement. En effet, vous l'avez sûrement suivi, mais ces derniers jours c'est très agité, à gauche comme à droite. La gauche vient d'annoncer la constitution d'un nouveau front populaire afin de faire barrage à la menace d'extrême droite. Ce front populaire est donc composé de la France insoumise, des écologistes, des communistes ou encore du Parti socialiste, qui, si on cumule toutes les voix qu'ils ont reçues aux élections européennes, sont quasiment à égalité avec le parti de Jordan Bardella. Et d'autre part, on a l'aile droite du champ politique avec un Rassemblement national qui est très fort et des grosses divisions, que ce soit chez Reconquête ou chez les Républicains, pour savoir si oui ou non il faut se coaliser avec lui. Marion Maréchal a quitté Reconquête, ou en a été exclu, nous ne connaissons pas exactement le fin mot de l'histoire, car selon elle, Éric Zemmour a insisté pour opposer des candidats Reconquête aux députés sortants du Rassemblement national. Ainsi, on observe deux visions stratégiques complètement différentes qui ont créé donc une scission. En effet, Marion Maréchal s'est exprimée plusieurs fois en faveur d'une union des droites derrière Jordan Bardella. Et d'autre part, si on parle de l'autre parti de droite, les Républicains, eh bien on peut dire que ça a aussi été la fête chez eux, étant donné que Éric Ciotti s'est positionné favorable à un ralliement avec le Rassemblement national, ce qui a complètement divisé le parti et qui a même mené à son exclusion par les cadres du parti, une exclusion que lui-même conteste car il la juge illégale. Alors vous le savez sûrement, mais les Républicains c'est un parti qui est très instable. En effet, en son sein on observe deux grandes tendances. Une tendance plutôt proche idéologiquement du parti d'Emmanuel Macron, incarné par des hommes et femmes politiques comme Gérard Larcher ou encore Valérie Pécresse, et une autre partie bien plus radicale qui se rapproche davantage du Rassemblement national et de Reconquête, et cette droite est elle incarnée par Éric Ciotti ou encore Guilhem Carayon. Par conséquent, l'avenir est encore assez incertain, tandis que le bloc centriste essaye de se reconstituer, mais en tout cas je vous invite à suivre de très près cette actualité. Je vous le dis, on vit un moment historique et tout pourra changer en France à partir des 30 juin et 7 juillet prochains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ce décryptage, j'espère qu'il vous aura éclairé sur la situation. N'oubliez pas que la situation française est souvent très éloignée de la situation européenne. Attention donc à ne pas tomber dans ce piège de penser que les deux sont systématiquement symétriques. Ça a été en tout cas un plaisir de couvrir ces élections européennes pour le vieux continent, et on revient très vite avec des nouveaux formats, et donc je vous dis à la prochaine.